soir, Ottawa annonce un site Internet pour surveiller les progrès accomplis dans le dossier de l'eau potable au sein des Premières Nations. Le ministre des Services autochtones, Mark Miller, répond à nos questions. Est-ce qu'Ottawa en fait assez pour résoudre le problème? Le chef Ghislain Picard nous dit ce qu'il en pense. Et un nouveau rapport sur le génocide des Ouïghours en Chine presse Ottawa d'agir. L'un des signataires est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Dans ce qu'Ottawa appelle une nouvelle stratégie, le gouvernement lance un site Web pour surveiller les progrès de la levée des avis d'ébullition de l'eau dans les communautés des Premières Nations. La nouvelle approche n'inclut aucun nouvel argent ni aucune nouvelle échéance pour régler le problème. En date d'aujourd'hui, 38 communautés autochtones au pays continuent d'être sous le coup de ces avis à long terme. Le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller, est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour Esther. Bon, on le sait, le problème d'accès à l'eau potable pour de nombreuses communautés autochtones, ça dure depuis longtemps, c'est vraiment pas nouveau. Ça fait encore partie du quotidien d'un grand nombre de membres des Premières Nations. Vous annoncez aujourd'hui un nouveau site Web. En quoi ça va changer les choses que ce nouveau site Web? Bien, question fort pertinente. Et si vous vous souvenez de l'engagement que j'avais fait en fin novembre, début décembre, dans ce qui a trait au financement additionnel en entretien aux communautés qui réclamaient le changement de formule de nos investissements en eau potable, évidemment, investissement accru en capitalisation pour construire plus d'infrastructures en eau potable. Les gens se posaient des questions sur l'impact de la COVID sur ces projets d'infrastructure. On a perdu une saison de construction à cause de la COVID et les gens voulaient plus d'informations et je me suis dit, écoutez, si les gens voyaient ce que je vois et ils y ont droit, ils devraient avoir droit à un site Web qui est renouvelé, qui montre à tous les Canadiens les plans qui sont en place en ce qui a trait aux communautés qui sont encore malheureusement sous des avis d'ébullition à long terme, ainsi que le plan d'investissement qu'on doit faire, qu'on doit continuer de faire en ce qui a trait à ce qui est une infrastructure essentielle et critique dans les communautés qui sont affectées. Et donc, l'effort de ce nouveau site Web, c'est d'avoir d'abord plus d'informations pour que tous les Canadiens, évidemment, tout le monde réclame que cette injustice soit réglée, que les autres Premières Nations voient ce qui arrive dans leur communauté voisine, sœurs et frères, et s'assure que le gouvernement ait bel et bien un plan pour lever le bilan de ces avis d'élection. Ouais. Donc, c'est un site d'information et c'est non pas un projet concret, là, pour bien comprendre ce que vous annoncez aujourd'hui. Bien, le projet concret est déjà en place communauté par communauté. Les gens vont pouvoir voir cela. D'habitude, les questions que je reçois, c'est des questions sur quand est-ce que le dernier va être levé, quand est-ce que vous allez le lever, pourquoi est-ce que cette injustice perdure. Et je suis ravi de répondre à la question. Mais mon travail en tant que ministre, c'est de m'assurer que les plans, les projets, l'investissement, l'investissement du gouvernement du Canada vis-à-vis ses Premières Nations soit là et que les plans sont en place pour chaque nation pour pouvoir lever leur avis d'ébullition à long terme en partenariat avec le gouvernement du Canada. Ouais. C'est ce que les gens vont pouvoir voir sur le site Web notamment. Oui, mais entre-temps, là, quel est le portrait de la situation dans les communautés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que les choses s'améliorent en matière d'accès à l'eau potable? Écoutez, rien que pour juxtaposer, en 2015, il y avait 105 avis d'ébullition à long terme avec zéro plan pour les lever, zéro ressources pour les lever. C'est l'état des choses auquel qu'on a vu quand on a pris le pouvoir. Mm-hmm. Là, on en a levé 101 avec pour le bilan des plans en place pour les lever tous. Ça va prendre plus de temps. On l'avait admis depuis décembre. Mais les gens veulent savoir qu'il y a un plan, il y a de l'investissement du gouvernement du Canada, des investissements auprès des nations, et c'est ce que les gens vont pouvoir voir. L'annonce que j'ai faite en novembre, c'était pour assurer la pérennité d'une infrastructure qui est critique. On le sait tous, nous qui vivons dans les grandes villes, à quel point l'eau est importante. Mais là, il y a les investissements à l'appui, ouais. à long terme,
bien au-delà de mars 2021, évidemment. Bon, vous le mentionniez il y a un instant, votre gouvernement a confirmé il y a un bout de temps qu'il ne respectera pas finalement sa promesse de mettre fin à tous les avis d'ébullition de l'eau avant le 31 mars de cette année. Donc, c'est une promesse qui ne sera pas respectée. Quel est l'échéancier maintenant que vous visez? Ben, écoutez, c'est une responsabilité que j'assume pleinement. Ce que les communautés nous disaient, c'est que votre date de mars 2021 a beau être un objectif très important, mais allez-vous disparaître après le mars 2021? C'était l'idée derrière les investissements accrus qu'on a annoncés en novembre. C'était ce qu'avait souligné la vérificatrice générale. Le plan, c'est de continuer de contacter des communautés et de travailler avec eux pour respecter leur engagement, pour s'assurer qu'on est là à long terme. Et c'est ça ce qu'on va faire. Ouais. Mais entre-temps, en plusieurs semaines, pourquoi vous ne pouvez pas finalement fournir de dates précises sur ces levées d'avis d'ébullition? Pourquoi ça ne vient pas finalement? Parce que vous n'avez pas pu respecter l'échéancier du 31 mars. Pourquoi? Ben, en ce qui a trait aux 2 ou 3 communautés qui ont des investissements, des constructions à long terme qui vont prendre un certain temps, le gros bilan, évidemment, étant optimiste, je ne peux pas, difficile de prédire l'impact continu de la COVID. La deuxième vague ayant frappé les communautés autochtones 50 fois plus que la première vague, je ne peux pas sous-estimer l'impact de la COVID, mais ayant perdu cette saison de construction, je suis optimiste quant à l'été. Dans certaines communautés, important de le noter, il y a de l'eau potable sûre qui est en train d'être testée, mais dont l'avis n'a pas été élevé. C'est le cas de beaucoup de communautés, mais plus important que ça pour le bilan des communautés. Il y a un plan en place avec l'appui du gouvernement du Canada au niveau des filles. Et donc, tout le monde va voir ça sur le site Web et voir dans chaque communauté quel est le délai. Oui, et il reste qu'il y a des avis d'ébullition qui ne sont toujours pas levés, qui ne seront pas au 31 mars. Votre gouvernement a déjà investi plus d'1 milliard de dollars pour régler le problème. Est-ce qu'on doit comprendre que l'argent, Monsieur le ministre, a été mal investi? Non, écoutez, on était optimiste en rentrant dans la COVID qu'on avait l'investissement en capital nécessaire pour investir, pour accompagner les communautés dans leur construction de nouvelles usines ou pour travailler à lever les avis d'ébullition. Ce qu'on a entendu au effort, c'est qu'il y a eu, oui, certes des délais, mais cet investissement à long terme, selon une formule qui était dépassée depuis fort longtemps, qui devait être démontré dans ces communautés, un investissement du gouvernement du Canada à long terme, et c'est ce qu'on a fait. Le délai de mars 2021 était important, ou plus important, l'investissement à long terme pour ces communautés. OK. Qu'est-ce que vous dites entre-temps aux membres des communautés des Premières Nations qui n'ont toujours pas d'eau potable, qui doivent être encore sous le coup d'avis d'ébullition, parce qu'ils patientent là? Bien, ces communautés, on travaille avec leur leadership, avec leur plan. Ils savent qu'il y a un plan en place. Il y a le commitment du gouvernement du Canada à long terme avec ces communautés. Il y a des communautés qui travaillent en pleine COVID pour essayer de lever leurs avis d'ébullition. Vous allez comprendre très, très facilement que je ne peux pas me mettre à leur place et je ne veux pas leur présenter des excuses. Ce ne serait pas des excuses. Oui. Justement, en terminant, il nous reste à peine 30 secondes. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le ministre, parce que je veux vous entendre sur la vaccination dans les communautés autochtones au pays. Vous avez dit aujourd'hui que la désinformation circule dans les communautés. Quel genre de désinformation? Qu'est-ce que votre gouvernement fait pour régler le problème, pour assurer une meilleure des meilleures opérations de vaccination dans les communautés? L'instant, ma plus grande préoccupation, c'est d'avoir des vaccinations sûres, efficaces et gratuites pour tout le monde au Canada. Sachez qu'on prend toute offre au sérieux, mais je sais le travail qui se fait en ce qui a trait à l'approvisionnement, la sécurité, la logistique de cet approvisionnement. Et évidemment, nous sommes tous interpellés et concernés par des questions de fraude. Mais ma plus grande préoccupation, c'est la santé des gens. Puis imaginez-vous si jamais on avait des doses qui n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être, quel effort, impact dévastateur ça aurait, non seulement sur les personnes qui se feraient injecter,
mais aussi sur la confiance des gens et sur l'hésitation qui existe dans certaines communautés. Alors, j'ai ce droit, ce devoir de regarder très, très, très intensément toute offre avec le scepticisme que j'ai parce que j'ai la santé. Mark Miller, qui est ministre des Services aux Autochtones. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Ghislain Picard est chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador. Bonjour, M. Picard. Bonjour, Mme Bégin. Le ministre Miller annonce donc un nouveau site Internet pour surveiller les progrès faits dans les communautés des Premières Nations concernant l'accès en eau potable. Je vous demanderai d'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien, tout à fait. Je dirais, pour éviter de rester dans le positif, un peu de temps là, dans la démarche, sachant que le gouvernement de M. Trudeau s'est engagé déjà en 2015 lors de son élection que c'est un dossier qu'il prenait au sérieux et qu'il allait très certainement concrétiser des solutions à très court terme. Donc, on a le constat aujourd'hui et c'est un site finalement qui aurait pu facilement voir le jour à ce moment-là. Oui, bon, parce que ça répond à vos demandes, à des besoins, si je comprends bien, des communautés. Bien, si ce n'était que pour assurer le suivi étroit là, de la démarche, parce que j'essaie de me mettre à la place des communautés où il y a encore aujourd'hui, donc presque 40 communautés qui sont 38. encore fait d'avis d'ébullition de l'eau. Je suppose facilement que ces personnes-là, les dirigeants de ces communautés-là, souhaiteraient avoir une espèce de cumul là, assez détaillé là, sur les progrès. Donc, c'est un site qui sera très certainement bien accueilli de leur côté, à mon avis. Bon, justement, sur ces 38 communautés autochtones au Canada qui sont toujours sous le coup d'avis d'ébullition, juste pour être bien clair, concrètement, ça veut dire qu'au moment où on se parle, il y a toujours 38 communautés autochtones au Canada qui ne sont pas raccordés à un réseau d'aqueduc qui les fournit en eau potable, c'est ça? Bien, tout à fait. C'est une question d'infrastructure, hein, et on sait très bien que de façon plus générale, en tout respect à ces 40 communautés-là, la question des infrastructures est un secteur qui est très défaillant pour l'ensemble des communautés. On pourrait facilement aller du côté du logement et constater que là aussi, il y a des carences, des lacunes importantes au niveau des différents parcs immobiliers au niveau canadien dans nos communautés. Donc, c'est presque un tout, je dirais. Mais la question de l'eau potable demeure évidemment un irritant qui fait partie des priorités pour l'ensemble des communautés. Oui, et vous dites justement c'est un irritant sur l'échéancier du 31 mars pour les levées de ces avis d'ébullition. Bon, on le sait depuis le mois de décembre, c'est un échéancier qui ne sera pas respecté. Ottawa avance toujours pas une nouvelle date, un nouvel échéancier. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bien évidemment, là-dessus, on cite toujours la pandémie, la COVID, comme étant sans doute l'excuse numéro un sur à peu près tous les plans. Mais ceci étant dit, il n'y a personne qui peut nier qu'on a quand même fait des progrès depuis 2015-2016 hein, sur le nombre total de communautés qui étaient sous un avis d'ébullition. Donc, on a déjà réglé, je dirais, les problèmes dans la majorité de ces communautés-là, mais en même temps, là, il en reste quand même une quarantaine. Là. Et je pense que c'est important. Et le parallèle que je me permettrais de faire ici, c'est tout le monde se souviendra de Walkerton en Ontario en 2000. Et ça, c'est une communauté, c'était pas une grosse municipalité. Il y a eu une commission d'enquête et il y a eu des solutions de trouver à très court terme pour s'attaquer au problème. Alors que les communautés, je veux dire, entretiennent ces difficultés-là depuis plusieurs années. Ouais. Donc, il y a peut-être cette comparaison-là qui mérite d'être faite ici, là, alors que les communautés sont souvent prises un peu au second rang. Mais encore là, moi j'ai hâte de voir s'il y aura un nouvel échéancier là, pour vraiment régler définitivement le problème au niveau des 38 ou 40 communautés qui demeurent. Parce que vous dites, bon, c'est un problème qui perdure depuis plusieurs années. J'aimerais revenir justement sur l'excuse qu'a fournie le ministre ce matin. Il a blâmé en partie, évidemment, la pandémie de COVID-19 pour ces retards-là. Est-ce que vous jugez que c'est une excuse qui est valable, compte tenu que ça fait très longtemps que ça dure, mais là, cette pandémie qui arrive depuis un an, est-ce que c'est une bonne excuse, que vous comprenez de votre côté? Je dirais que c'est sur les lèvres de tous les gouvernements. La pandémie est le dos large.
numéro 1. Ouais. Écoutez, tout le monde reconnaît qu'on a eu une période un peu de ce que les gens ont appelé le nouveau normal, mais les choses ont repris quand même leur place, là, incluant les priorités au niveau de nos communautés. Donc, on aurait pu facilement activer finalement les processus qui ont été mis en suspens pendant quelques mois pour essayer de prendre les choses en bouchée double. Et à mon avis, là, le test là, au niveau du gouvernement fédéral, c'est ce que le fédéral va faire à partir de maintenant. Et je pense que l'important ici, et encore une fois, je me permets là, de faire l'avocat du diable, je me mets à la place des communautés qui sont directement touchées, affectées, et évidemment, on sent un peu, très certainement, l'anxiété qui peut être vécue au sein de ces communautés-là. Moi, être chef ou dirigeant d'une de ces communautés-là, j'aimerais savoir, bon, OK, c'est quand la livraison au juste, là? Ouais. Quand est-ce que ma communauté va avoir droit aux considérations que d'autres communautés ont déjà reçues? Oui, parce qu'il faut préciser que, bon, en tant que porte-parole de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, il n'y en a pas des communautés au Québec et au Labrador qui ont ce problème en eau potable. Hein, c'est bien ça. Je veux revenir sur la pandémie, M. Picard, parce que je veux vous entendre sur la vaccination contre la COVID auprès des Premières Nations. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant, cette vaccination dans les communautés autochtones? D'abord, je vous dirais qu'on a produit nous-mêmes un bilan là, de la pandémie, de notre gestion de la pandémie depuis le début, depuis 1 an maintenant. Et la contribution, collaboration, difficile des fois avec les deux niveaux de gouvernement parce qu'on interagit autant avec le fédéral que le gouvernement du Québec dans notre cas. Et la gestion a été vraiment hors du commun pour nos communautés. Là, à titre de comparaison, on a eu beaucoup moins de décès, même de cas d'infection, là, comparativement au H1N1 il y a une douzaine d'années. Donc, de ce côté-là, c'est très positif. Maintenant, avec l'arrivée de la vaccination, le fédéral a indiqué son intention de prioriser les communautés autochtones, notamment en raison de leur vulnérabilité. Et on parlait du logement tantôt. Notamment, c'est une des causes, une des raisons pourquoi les populations sont plus vulnérables en fonction du surpeuplement de nos logements. Mais en même temps, la gestion au niveau de la vaccination se déroule relativement bien, je dirais, malgré certains obstacles. Et les communautés, à l'heure où on se parle, sont généralement satisfaites là, du processus. Mais évidemment, encore une fois, là, c'est beaucoup de tractations entre le fédéral, le gouvernement du Québec, la santé publique, les autorités, tant au niveau provincial qu'au niveau des régions. Donc, c'est beaucoup de mécanique, là, et s'assurer que les communautés, évidemment, ont voix au chapitre. Oui, et jusqu'à maintenant, à la lumière de ce que vous nous dites, vous êtes quand même assez satisfait du déroulement des opérations. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir. La répression des Ouïghours dans le Xinjiang vient encore une fois hanter le gouvernement Trudeau. Un comité d'experts internationaux conclut dans un nouveau rapport que la Chine commet bel et bien un génocide envers la minorité musulmane. Un des signataires de ce document est l'ex-ministre fédéral de la Justice, Alan Rock, et il exhorte Ottawa à prendre ses responsabilités dans ce dossier. L'affaire de ce traitement des Ouïghours a rebondi encore une fois à la Chambre des communes cet après-midi. Voici un échange entre le chef de l'opposition officielle, Erin O'Toole, et le premier ministre Justin Trudeau. Monsieur le Président, le mois dernier, on a tous compris que la situation des Ouïghours en Chine est inquiétante et inhumaine. C'est un génocide, point. Depuis, silence radio. Quelle est la prochaine étape? Pourquoi le gouvernement libéral dit une chose mais fait le contraire quand on parle de la Chine? Honorable Premier ministre. Au contraire, Monsieur le Président, nous sommes en train de travailler avec nos alliés à l'international pour s'assurer qu'on a une approche coordonnée et concertée pour repousser contre ces allégations de génocide et cette préoccupation que nous avons tous par rapport aux Ouïghours. Nous savons très bien que c'est en fonctionnant ensemble comme communauté internationale qu'on va pouvoir changer le comportement de la Chine et protéger ses minorités ethniques. Je respecte et je
complètement, je comprends à quel point c'est important que le Parlement puisse se prononcer sur des enjeux comme ça, mais un gouvernement a une responsabilité d'agir et pour agir, il faut faire avec nos alliés. Carl Matthews est directeur de l'Institut d'études sur les génocides et les droits de la personne de l'Université Concordia à Montréal. Bonjour, M. Matthews. Bonjour. J'aimerais d'abord qu'on parle de ce rapport d'une cinquantaine d'experts internationaux qui conclut à l'existence d'un génocide envers les Ouïghours. Vous êtes vous-même un des signataires de ce document. Sur quels critères vous vous basez pour conclure que la Chine se livre bel et bien à un génocide sur les Ouïghours? Bien, on regarde qu'est-ce qui se passe en Chine, en Xinjiang, depuis 2017. Les gens qui ont écrit ce rapport, ils ont fait des entrevues avec des Ouïghours qui ont été incarcérés dans les prisons, qui ont sorti, ils ont parlé avec les membres de famille pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe là. Puis, c'est sur ces entrevues et avec des informations qui sont rendues publiques, qui ont fait une analyse qu'est-ce qui se passe aux Ouïghours en Chine, puis avec la Convention sur le génocide. Alors, c'est sur cette analyse qu'ils ont décidé, les experts dans le droit international, que la persécution des Ouïghours est une forme de génocide. Oui, mais on parle de 5 critères exactement pour déterminer si oui ou non il y a présence de génocide. Quels sont ces critères, concrètement? Bien, selon la Convention sur la prévention du génocide, il y a certains critères. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les critères pour être un génocide, mais ça dit, par exemple, si une groupe sépare les enfants pour donner à un autre groupe, c'est une forme de génocide. S'il y a des actions qui ont pris qui arrêtent la groupe d'avoir des enfants, de nuire sa communauté d'épanouir, c'est une forme de génocide. Puis devoir avoir une intention de détruire ce groupe. Alors, c'est sur ces critères qu'on regardé toute l'information, puis les experts sur le droit international, ils ont dit oui. Selon le critère du Convention du génocide, dont la Chine est un signatoire, on a vu ça comme une forme de génocide. C'est assez simple. Bon, on sait que la Chambre des communes, à la Chambre des communes, les partis d'opposition ont fait voter il y a quelques semaines de ça une motion pour qualifier justement de génocide les exactions contre les Ouïghours en Chine. Erin O'Toole en parlait il y a un instant, on vient de l'entendre. L'opposition a eu l'appui de plusieurs députés libéraux, mais le cabinet libéral s'est abstenu de voter sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette position du premier ministre Trudeau, de son cabinet? Je pense que c'est très compliqué pour le Canada pour plusieurs raisons. C'est pas à dire parce que les membres du cabinet n'ont pas voté qu'ils ne croient pas qu'il y a un problème ou il y a une vraie crise des droits de la personne, mais je pense aussi pour le Canada, c'est qu'il y a vraiment un autre problème, c'est qu'on a 2 Canadiens qui sont détenus en Chine, Michael Spavor et Michael Kovrig, puis je pense que le gouvernement, ils ont peur s'il prend une position ouverte sur ça. Peut-être on verra jamais ces 2 Canadiens. Alors, je pense que c'est partie de la raison. C'est pas la seule, mais on voit que c'est probablement c'est plus complexe que ça pour le gouvernement. Il y a plusieurs choses qu'il doit faire avec la Chine. Arrêter le génocide contre les Ouïghours, regarder qu'est-ce qui se passe au Hong Kong, mais aussi les Canadiens qui sont détenus. Alors, des fois, le gouvernement doit vraiment avoir un politique publique pour plusieurs choses, pas seulement le crime du génocide, mais on espère qu'on verra, le gouvernement va réagir plus fort pour protéger les Ouïghours. Oui, parce qu'entre-temps, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, dit que le gouvernement, en fait, est profondément préoccupé, ce sont ses paroles, par la situation des Ouïghours, mais va pas plus loin que ça. Est-ce que ça vous semble suffisant pour le moment dans les circonstances? Mais qu'est-ce qui est dit en public, qu'est-ce qui est dit en privé, c'est une autre chose. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs pays qui commencent à travailler ensemble. C'est vrai que si un pays comme le Canada, on n'est pas une hyperpuissance mondiale, si on réagit toute seule, on est certain que la Chine peut-être va réagir d'une façon très, très négative. On a vu, comme en Australie, on demandait une investigation internationale dans l'origine du COVID, puis la Chine a répondu en misant à bloquer l'économie de l'Australie. Alors, je pense qu'on a vraiment besoin de regarder que les pays travaillent ensemble d'une façon
ensemble avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne. Alors peut-être c'est ça qu'on va voir, peut-être un plus fort réponse dans les prochaines semaines, 2-3 semaines, de mettre en place des politiques pour essayer de changer la direction de ce que fait le gouvernement chinois. Oui. J'aimerais vous entendre sur la Convention sur le génocide comme telle. C'est signé par le Canada, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est signé par la Chine également. En fait, c'est une convention qui laisse à chaque État signataire la responsabilité de trancher et d'agir en conséquence par les moyens qui sont jugés appropriés. On peut se demander, est-ce que c'est une coquille vide que cette Convention sur les génocides, Convention internationale? Est-ce que ça manque de mordant, en fait? Je dirais, si on regarde l'histoire, c'est certain que souvent, les gouvernements ne réagissent pas tout d'un coup quand il y a un génocide. C'est pour la raison que le Canada a appuyé, après le génocide en Rwanda, ils ont appuyé quelque chose qui s'appelle la responsabilité de protéger. C'est d'essayer d'avoir une réponse plus rapide pour prévenir ou intervenir les génocides. Mais oui, c'est vrai, la réponse, ou si on regarde l'histoire des pays qui réagissent, on n'a pas beaucoup de bons exemples, mais avec le Rohingya au Myanmar, on a vu de l'action contre le génocide des Yézidis par l'État islamique, on a vu de l'action. Alors, c'est pas 100% un coquille vide, mais en face d'un grand pays comme la Chine, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus... c'est beaucoup plus complexe de mettre en place des politiques publiques pour changer les politiques publiques de Beijing. Oui, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette Convention internationale sur les génocides face à un géant comme la Chine, ça a plus ou moins de mordant. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ben oui, et c'est aussi partie de comment l'ONU fonctionne. Au sein du Conseil de sécurité, la Chine, c'est un membre du permanent 5. Ils peuvent utiliser leur droit de veto pour bloquer n'importe quelle action. Alors, c'est ça. C'est pas comme un génocide comme on a vu au Rwanda ou en Bosnie ou même comme on voit des atrocités de masse en Éthiopie maintenant. C'est plus complexe et les solutions pour essayer de protéger les Rohingyas, c'est pas comme on peut envoyer des troupes, des casques bleus à Chine. Ça passera jamais. On doit vraiment réfléchir à des autres points de pression, comme les sanctions économiques, boycotter les Olympiques, sont toutes des autres idées que les gens essaient de mettre en place ou au moins sont en train de discuter avec les gouvernements. En terminant, sur ce rapport de ce groupe d'une cinquantaine d'experts internationaux, dont un des signataires est l'ex-ministre de la Justice, Alan Rock, qui exhorte le Canada d'agir en conséquence. Bon, évidemment, c'est un document parmi d'autres. Là, c'est pas le seul rapport d'experts en la matière qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Quel est l'impact de ce document-là à prévoir, si impact il y a? Mais je pense que l'impact, c'est important que ça vienne de la société civile. Ça vient pas d'un autre gouvernement. Et c'est facile pour la Chine d'utiliser la propagande en disant « Ah, regarde ça, les États-Unis nous disent qu'on commet un génocide, c'est une sorte de colonialisme des États-Unis. » Ou la critique des membres du Parlement du Canada qui ont fait ça. Ça vient des experts qui sont reconnus autour du monde sur le droit de la personne et le droit international. Alors, ça donne un petit peu ça dit la vérité, faire la vérité envers le monde en disant qu'est-ce qui se passe là. C'est vraiment, ce sont des gens qui parlent pas d'une façon politique, mais de façon sur la réalité. Et on verra évidemment les suites à ça. Carl Matthews, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 10 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain et surtout, continuez de prendre soin de vous. Au revoir.